Oui, oui, absolument. C'est vrai que j'aime reprendre cette citation parce que je la trouve, pour le coup, purement réaliste. Pablo Servigne, qui a écrit «Être utopiste aujourd'hui est plutôt être, je dirais, dans l'idée que le système peut perdurer en l'état. L'utopie aujourd'hui a changé de camp. Le système ne peut pas perdurer en l'état, justement. Et donc je crois qu'il est question aujourd'hui de parler d'engagement. Et je vais brièvement vous parler du mien et de comment celui-ci est né. Il est né ici en Auvergne. Ça a été ici pour moi le terreau de cet engagement. À travers une enfance élevée au naturel, au milieu des volcans, dans le massif du Sancy, à la Bourboule, j'ai eu la chance d'avoir été élevée par mon grand-père, un grand-père apiculteur, un grand-père contemplatif, amoureux de la nature, qui m'a ouvert les 5 sens. Parce que je crois que pour justement apprécier la nature, pour pouvoir l'aimer, cette approche sensorielle, elle est très importante. Il m'a appris à écouter, il m'a appris à prendre soin, à goûter, notamment le miel de ses abeilles. Et je crois que c'est ça qui a donné les bases aujourd'hui de mes convictions. L'engagement, il est venu par la suite de manière assez naturelle lorsque j'ai vu au fil des années, au cours de mon adolescence, eh bien, les merveilles que j'ai vues s'abîmer, disparaître. On en parlera peut-être tout à l'heure avec Monsieur Christian Bouchardy, mais je suis très fière d'avoir dans le jardin de ma maman encore quelques bouvreuils, mais au-delà de 800 mètres d'altitude, à la Bourboule, on en trouve encore. En dessous de 800 mètres, c'est terminé. Les truies de fario qu'il y avait dans les ruisseaux du pré de mes chevaux n'existent plus. Et quand on est adolescente et quand on voit les choses de l'enfance disparaître, ben forcément ça interpelle, forcément ça donne envie de s'engager. Alors peut-être que d'abord ça énerve un petit peu. Moi, j'ai eu d'abord une phase de ma période d'adolescente où j'étais très en colère. Je suis d'abord passée par un stade de colère avant de m'engager. Et puis, il y a eu peut-être des rencontres magnifiques qui ont calmé cette colère et m'ont donné envie de la transformer en action. Alors, il se trouve que j'ai embrassé une carrière journalistique assez rapidement. Je suis montée à Paris, même si ce n'était pas forcément dans mes plans de vie que d'aller dans la grande ville. Déjà, Clermont-Ferrand, ça me faisait peur quand j'étais bourboulienne. Alors, vous imaginez Paris, pour la petite bourboulienne que j'étais, c'était absolument effrayant. Donc je suis allée à Paris par instinct, on va dire, et c'est là où tout a commencé dans les médias pour moi, puisque j'ai fait la rencontre lorsque j'étais à BFM TV d'un ingénieur prévisionniste, François Gourand, un passionné qui avait cette soif, ce besoin de transmettre, et moi à ce moment-là j'avais besoin d'apprendre, ça tombait bien. Et François m'a donné des cours de météorologie. Et sans blague, c'est à ce moment-là que j'ai compris comment marchait la vie. Tout simplement. Alors ça peut paraître être énorme de dire ça comme ça, mais j'ai compris comment marchait la vie en commençant à m'intéresser à la météorologie. Parce que quand on comprend comment l'atmosphère se met en mouvement, quels sont les différents échanges gazeux entre l'océan et l'atmosphère, entre la Terre et l'atmosphère, eh bien, on comprend finalement comment la vie est possible sur Terre et comment tout cela fonctionne. Et là, j'ai eu un premier électrochoc, on va dire, puisque ceci m'a fait glisser vers la climatologie. Évidemment, quand on comprend la différence entre climat et météo, on comprend que l'homme est devenu une force qui influence et que les rythmes naturels du changement climatique sont effrénés aujourd'hui. Et la source de ces bouleversements est évidemment l'homme et ses activités. Lorsque j'ai commencé en météorologie, j'ai compris effectivement que en ce monde, tout était cyclique. Tout n'était que rotondité, circularité éternelle, renouvellement et recommencement. Ne serait-ce que le cycle de l'eau, évidemment, que l'on apprend à l'école primaire, le cycle du carbone. Dans la nature, tout est cyclique. Il n'y a qu'une seule chose qui ne tourne pas rond, finalement, c'est l'espèce humaine. Nous avons voulu nous extraire de la boucle, nous dissocier du cycle du vivant, de la matrice en quelque sorte, et je crois que ça commence aussi par le vocabulaire que l'on emploie. Moi, je suis très dérangée par le terme environnement, je ne sais pas vous, mais plus je réfléchis à cela, plus je crois que notre vocable témoigne aussi de notre vision du monde. L'environnement, c'est quoi? Finalement, c'est la nature qui n'a que simple fonction d'entourage avec l'homme au milieu. Lorsqu'on parle de notre cadre de vie, c'est encore l'homme qui est le tableau
et le reste qui nous entoure, avec toujours bien sûr la conception de l'espèce humaine en position de surplomb qui domine tout, puisque nous avons voulu dominer notre environnement, nous avons voulu artificialiser. Il y a encore quelques décennies, je n'étais pas née, mais dans les années 60 est arrivé le premier hypermarché. À ce moment-là, il y avait 200 km d'autoroute. Eh bien, début 2014, on en est à 9048 km d'autoroute. La France s'est équipée, je parle en France, la France s'est équipée de bretelles, de rocades, de boulevards périphériques. D'ailleurs, c'est inscrit dans la loi. C'est la loi Charles Pasqua en 98 qui dit que tout citoyen, quel qu'il soit, doit se trouver à 45 minutes d'une entrée d'autoroute. Donc c'est bien, surtout quand moi je suis très contente. Je viens de réemménager d'ailleurs en Auvergne, près d'10 ans à Paris, de pouvoir aller d'un point à un point B, de pouvoir me déplacer. C'est sûr que le désenclavement des territoires est important, mais ça nous pousse aussi à des aberrations qui sont le contraire de la mobilité. L'homme moderne a quand même inventé le bouchon. Excusez-moi, mais dans la nature, ça n'existe pas. Tous les animaux qui vivent en colonie, en communauté, que ce soit les bancs de sardines, les abeilles, les oiseaux migrateurs qui aussi font leur chassé-croisé, tout ça tourne avec une extrême fluidité. Nous pouvons passer des heures dans la voiture et je crois que ce n'est pas, en tout cas, synonyme d'une très grande évolution ou en tout cas d'un progrès de notre part. Donc tout ça pour résumer que je crois qu'aujourd'hui, pour régler les choses, en tout cas trouver une issue favorable à notre histoire, comme le dit Pablo Servigne encore une fois, une autre fin du monde est possible, l'engagement est nécessaire et je crois qu'il faut replacer l'homme dans la boucle. Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend, nous sommes nature et nous devons réintégrer le circuit de la matière organique. Je vais peut-être un peu bousculer les esprits en disant ça, mais je trouve que les toilettes aussi sont une invention moderne qui participe à plus d'hygiène effectivement dans nos sociétés modernes, mais quelque part, ce n'est pas une aberration. Ce n'est pas une aberration, les toilettes, d'utiliser l'eau potable pour cet usage-là. Donc, oui, replaçons l'homme dans la boucle du vivant et nous serons effectivement gagnants. Pensons non pas à aménager nos territoires, mais virons ce préfixe. Et plutôt parlons de ménagement du territoire. Soigner, prendre soin, réhabiliter, restaurer, tels seront les nouveaux métiers de demain. Créons de la valeur économique, créons effectivement de nouveaux métiers qui permettent de restaurer. Puisque quand on perd de la biodiversité, on en parlera avec Christian Bouchardy, c'est pas du décor, c'est pas des choses agréables à nos yeux seulement que nous perdons. C'est tout un tas de fonctionnalités, ce qu'on appelle des services écosystémiques. Voilà. Bien sûr, l'oxygène, c'est vital. Oui, mais c'est la nature qui nous le fournit. La pollinisation, la filtration de l'eau, etc., etc. Donc la biodiversité est importante pour l'humanité. Ça me fait marrer quand on contre-argumente en disant mais moi je m'en fous de la biodiversité. D'abord l'homme. C'est ne pas avoir compris le sujet et le fonctionnement de ce monde. Donc évidemment que l'engagement est nécessaire sur tous les plans, sur toutes ses formes. Tout le monde a des domaines de compétences et une possibilité d'influencer, de changer ses comportements, d'influencer son voisin. Si j'ai pris cette décision au bout de 10 ans dans les médias, 10 ans à Paris déraciné, c'était de l'expérience accumulée nécessaire, mais aujourd'hui je reviens en Auvergne et je reviens parce que j'ai beaucoup palabré, j'ai beaucoup parlé dans les médias. Je considère que c'est un vrai levier pour la transition, que les journalistes ont un rôle pour que cette transition aille plus vite. Mais j'ai ce besoin aussi peut-être de moi aussi toucher la matière et d'être en cohérence, en alignement avec ce que je raconte dans le poste et ce que je fais au quotidien. Voilà pourquoi on a monté cette ONG avec mon mari, l'ONG Landestini, qui agit sur plusieurs fronts, notamment l'éducation de la jeunesse, bien sûr que ça passe par l'éducation, au travers de l'alimentation notamment, à la mobilisation des leaders d'opinion, et notamment des sportifs, qui aussi, avec leurs fans, avec leurs supporters, peuvent faire basculer les comportements individuels et collectifs de manière phénoménale. Et puis, comme je le disais, la création d'emplois dans le domaine de la préservation du vivant, parce que c'est les nouveaux métiers, les métiers de demain vont créer de la richesse tout en préservant, bien sûr, notre richesse naturelle. Et
On vient sur le territoire auvergnat pour travailler avec les acteurs locaux, pour ne pas supplanter les acteurs locaux, pas du tout, mais pour justement venir créer de la synergie et unir nos forces. Voilà, je crois que nul ne peut engendrer le changement seul dans son coin, mais les gestes individuels comptent à partir du moment où on considère aussi son voisin et on a aussi conscience que les enjeux sont globaux, mais la solution, elle est là, elle est locale et elle est sur notre territoire et nous pouvons tous, bien sûr, agir et agir concrètement. Voilà.